Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour ce stream du soir, un petit stream, on va faire un truc genre 20h, 22h, un truc comme ça. Je pense que ça va être ça, 20h, 22h pour débriefer quelques sujets d'actualité. Merci à vous d'être là, parce que je sais qu'il y a plein d'autres trucs ailleurs, hein. Il y a grosse partie je crois de... Je sais plus à quoi ils jouent ce soir, Among Us ou Mario Kart, il y a JDG voilà, qui vient de se connecter et tout. Ah ben voilà, il y a plein d'autres trucs, il y a du jeu vidéo ailleurs avec du LOL et de la rigolade. Ici on est là pour un été culturel et apprenant en plein hiver. Et oui c'est compliqué mais c'est comme ça ici, en attendant que je change d'habillage en tout cas. Merci Bambi Fontaine qui a souscrit il y a 2 minutes. Merci Line for Tristano qui dit salut tout le monde, lui aussi c'était il y a 2 minutes. Merci Warlord78 qui dit et merci. Et merci, c'est tout. Voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, mais en tout cas merci à ceux qui sub, parce que c'est vrai que si j'avais pas eu autant de gens qui ont sub ces derniers temps, notamment depuis l'été, je me serais pas investi à ce point dans Twitch. Et bon bah là on y est, hein. Vous avez vu c'est relativement régulier, pas nécessairement tous les jours évidemment, mais c'est minimum 2-3 fois par semaine, avec des formats un peu divers, des trucs un peu diversifiés. Merci GW12000 qui me dit bonsoir, merci pour ton travail et tes réactions éclairantes. Bonsoir la gauche, éclairante je sais pas, et j'ai mis un bonsoir là où il n'y avait pas de bonsoir d'ailleurs, il a juste dit merci. Merci Antonin qui dit bisous, voilà. L'allemand et le PNF sous enquête grâce à Hugo. À Hugo Bernalicis, j'imagine, tu parles d'Hugo Bernalicis, député France Insoumise, de Lille. Je regardais la rediff du stream d'hier et là un nouveau stream apparaît. Bah, vous avez vu, ça va vite, ça... Bah oui, bah du coup celui-là il sera plus dans l'actualité. Faites faire foutre, comme on dit. Bonsoir à tous, alors les étudiants prêts à creuser dans votre coin. Ah, crever dans votre coin. Pendant qu'on offre des allègements de cotisations sociales à tout le monde, mais justement, ça fait partie des sujets qu'on va aborder ce soir. Alors pas les étudiants, parce que ça c'était plus hier, et c'était même pas moi d'ailleurs, on a parlé hier d'école de commerce, avec le bouquin de... Merde, je l'ai plus sous la main. Le bouquin de Midena, mais bon, de toute façon vous l'avez vu, il était là, le bouquin était là hier, et on fera un entretien sur les écoles de commerce, et ce que ça dit de notre société, comment on forme nos élites, les élites qui vont nous gouverner, en tout cas dans l'entreprise, ça c'est certain. Ça on y reviendra lundi soir à 20h avec l'auteur du bouquin. En attendant quoi d'autre, oui ce soir on va parler des prêts garantis par l'État. Il y avait PGE dans le... Vous avez vu j'ai mis la grosse revue de presse, annulation de la dette, Covid, PGE et démocratie. Je me suis pas planté, j'ai pas voulu écrire VGE. Je pense que ça le sujet est mort et enterré, j'ai envie de dire. Donc ce sera PGE, prêts garantis par l'État. L'article s'appelle Au bonheur des milliardaires. Apparemment, il y en a qui se mettent bien, si tu veux. Il y en a qui se mettent bien, donc on va aller regarder ça aussi. Sinon, quoi de neuf niveau news, niveau éventuel futur invité? Ah oui, si, je sais ce que je peux dire d'ores et déjà. Hop. Bougez pas. Voilà, petit menace. Salaud. Il est où? J'ai mis le bouquin. Ah bah c'est là, voilà. Donc j'ai reçu un nouveau bouquin aujourd'hui, parce que toujours, hein, Remember, influenceurs, vous connaissez des maisons d'édition qui veulent qu'on parle de leurs bouquins, plutôt sciences sociales ou politiques, n'hésitez pas à leur donner mon Twitter. Merci Michel Jordan. Donc après avoir parlé du coup, je vous ai dit de... ce bouquin, Entrée rêveur, sortez manager de Maurice Midena, bouquin qui a été écrit donc du coup par le gars qui avait aussi rédigé l'article pour Le Monde diplomatique sur lequel je m'étais pas mal basé pour mon émission sur les écoles de commerce. Mais évidemment, il faut se baser sur le travail des autres, c'est ça le collectif, c'est ça l'esprit des Lumières au bout d'un moment. Donc le partage de la connaissance. J'ai reçu aujourd'hui aussi donc Bâtonnet de Sophie Eustache, que je remercie parce qu'elle est parfois dans le chat de temps en temps. Bâtonnet, comment l'argent détruit le journalisme. C'est pas seulement un témoignage, c'est aussi une enquête. Tu sais, on pourrait s'attendre, parce que le bouquin est pas très épais, on pourrait se dire oh bon ça va être un témoignage, elle a mal vécu son passage dans le journalisme. Non, elle a passé quelques coups de fil, il y a une petite enquête. Donc on va en lire évidemment le chapitre 1 avant de la recevoir, mais on va la recevoir bel et bien aussi en live le lundi d'après, donc pas lundi prochain, celui d'après. Et puis ça a avancé aussi du côté de... Ah oui, mais ça je voulais vous en parler justement, peut-être avant qu'on démarre la revue de presse.
J'ai bel et bien, suite à l'épisode de lundi, reçu un message de Johan Chapoutot. Et donc il me disait, je peux vous lire sans que ce soit dramatique, je pense, le message, attendez, je le retrouve. Voilà, Chapoutot qui me dit... Merci Zirman qui a offert un abonnement à Perche des Neiges. Merci Zirman et bienvenue Perche des Neiges, t'as de nouveaux émotes. Donc oui, Johan Chapoutot, je dis qu'il m'a écrit, qu'il nous a écrit à Cotentin et moi-même, pour dire salut les gars, je regarde chacun des épisodes d'OLG pour me cultiver en souriant, voire en riant. Je ne suis jamais déçu et je trouve que vous faites un travail formidable. Ça c'est touchant, tu vois. Ça a l'air toujours simple, c'est fluide et clair à écouter, mais quel boulot en amont. Et là, pour la première fois, j'ai même compris ce que je faisais. Bravo et merci. Amitié, Johan. Donc, c'est bien, premier contact, très bon premier contact, parce que du coup, moi, j'étais très flatté. Évidemment, je l'ai partagé avec Cotentin. On est très content. Merci Mystéropode. D'autant plus qu'on va revenir sur le travail de Chapoutot et de Ingrao sur les nazis dans l'épisode de la semaine prochaine, qui portera, lui, bien davantage sur les questions de repentance, d'ailleurs. Parce que ça revient, hein, vous avez eu cette une du Point, cette France folle là qui veut faire du repentir, du décolonial et du je sais pas quoi. Bon, il y a peut-être des ponts, il y a peut-être des trucs intéressants. Bref, Chapoutot du coup, moi je lui proposerais bien de venir en live un de ces lundis soirs aussi. Mais ce que je me suis demandé, c'est, je sais pas sur quoi faire porter l'entretien. Exactement. Bon, j'ai un peu de temps devant moi, mais si jamais il accepte, ce qui est pour l'instant pas non plus acté, je sais pas de quoi on peut parler. Est-ce qu'on va parler que des nazis? Est-ce que... je sais pas si vous avez des idées, vous. Merci Purple Vein pour ton Prime, la première fois. Chez moi, l'image était aussi figée que l'action de Frédéric Vidal. Non, normalement, non. Non. Ah, Zirman qui est dégoûté que je continue pas Disco Elysium, parce que moi j'ai vraiment kiffé. Je suis un peu dégoûté que mon message ne soit pas vu. Ah bah tu vois là il est vu. Je voulais l'inclure dans le truc offert. Et bah tu vois, il y a une justice, finalement il est lu. Il y a une justice en ce bas monde. Ouais, de quoi on parle? On parle de nazis du coup, si on reçoit Johan Chapoutot? Un sujet qui tient à cœur en dehors de son travail académique. Bah oui, ça se trouve, il est fan de maquettisme, de modélisme, comme on dit. On pourrait parler de modélisme, mais je suis pas sûr que ce soit super intéressant pour vous. De nazi et de management, ouais, on va peut-être rester sur nazi et management, mais alors ça veut dire qu'il va falloir que je regarde les autres entretiens qu'il a donnés, pour voir quelles questions je vais pas poser. Les discussions libres en vulgarisant son taf, ça ira. Ouais, non mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Tu peux essayer de prolonger l'entretien. Ah, il y a un entretien de lui dans hors série? Ah, ça je savais même pas. Bah, ça veut dire que ça c'est typiquement l'entretien qu'il faut que je regarde avant. Sur l'annulation de la dette, il y a un petit bouquin de Thomas Morel et François Ruffin, pas mal du tout. Toi t'achètes Fakir, Ricus la CGT. Et vive la banqueroute, je me souviens de ce bouquin, qui détaille 10 exemples d'effacement de la dette publique dans l'histoire de France, Sully, Colbert, Talleyrand, et ça finit par un entretien avec Lordon. D'accord, mais alors on va... Vous voulez le programme direct? On se dit pas bonjour, pas merci, pas... On part direct sur l'annulation de la dette, sur les prêts garantis aux entreprises, le Covid, tout ça. Est-ce que tu pourrais lui demander s'il pense que les procès des RH d'Orange et le Nuremberg du management, bah c'est lui qui fait lui-même ce parallèle entre ce qui s'est passé à France Télécom, l'inhumanité avec laquelle en fait à travers c'est pour ça qu'il parle de tableur machin dans les extraits que j'ai choisis, l'inhumanité avec laquelle on a traité de vie humaine. Pour lui rappeler, enfin bon voilà, on peut lui... Oui mais non mais je pense qu'on va partir là-dessus, hein. Merci Croûte de Genoux pour ton 5e mois d'abonnement, merci Croûte de Genoux bien évidemment. Merci DS Alexandre qui dit génial Chapoutot sur hors série, bah faut que je le mate alors, faut complètement que je le mate. Pour moi la référence pour comprendre le mécanisme d'accession au pouvoir des nazis c'est Bertolt Brecht, Grande Peur et Misère du Troisième Reich, et la fameuse résistible ascension d'Arturo. Oui, mais bon, Bertolt Brecht, là, pour le coup, c'est un communiste de son époque qui voit des trucs, c'est un témoin vachement intéressant de ce qui s'est passé. Je pense que les historiens derrière sont un peu mieux calés pour savoir exactement ce qui s'est passé, ne serait-ce que parce qu'ils ont étudié les papiers, les archives, etc. Merci Jérémy Perrin. Ah bah merci Jérémy d'avoir offert des abonnements aux gens.
Merci beaucoup. Cespedes c'est un super joueur de chant des Nimes. Ah oui, non, Cespedes il est super vénère sur Chapoutot. Je sais pas ce qu'il a Cespedes avec Chapoutot. Je sais pas du tout pourquoi ça lui a pris, mais c'est vraiment... il aurait pu renommer son compte Twitter Chapoutot Hate Account. C'est tellement... Cespedes est parti vraiment là-dessus à donf. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Merci Jean Massier, bonsoir Jean Massier, qui est parmi nous pour l'instant. En plus de Chapoutot, vous avez lu ses autres collègues, Ingrao et qui? J'ai pas vu l'autre. Ingro et Patin. Non, par contre, j'ai regardé des confs d'Ingrao et du coup, je vais le citer parce qu'il y avait des trucs qui m'intéressaient sur le front de l'Est, sur ce qu'il raconte sur le front de l'Est. Tu régales, Jérémy Perrin. Merci d'être là aussi, Bolchegeek. Bonsoir Zarguette aussi. Je dis bonsoir un peu aux gens que je connais. Voilà, y a pas de, y a pas besoin de sub. Hein, c'est pas parce qu'ils ont le sub, c'est parce que je les connais, tu vois. Bon, voilà. Voilà. Il y a une belle pub Apple quand on arrive ici, mais j'espère bien. Je me suis pas mis au col roulé pour rien. Merci Dogswar A2A. Merci pour ton 4e mois d'abonnement. Et oui, et bonne année évidemment, bonne santé. Cespedes, c'était un révolutionnaire cubain aussi. Bah, il a bien changé. Non, j'ai compris ce que tu voulais dire. Bon, le programme. Allez, on fait le programme. Je vous ai choisi 4 articles, comme d'habitude. Hein. On reste sur les 4 articles, tant que j'en ai pas trouvé 4. On a le temps, merci. Écart. Voilà, donc, pof. Ah, j'ai trop de trucs d'ouvert. Attendez, je vais fermer des bordels, là, parce que pourquoi j'ai Steam d'ouvert? On s'en fout de Steam, voilà. Pourquoi j'ai Paint d'ouvert? Parce que j'ai fait des captures de trucs, voilà, on supprime. Parce que cet après-midi, chez moi, c'était rédaction d'OLG, avec le camarade Host Politique, dont vous devez évidemment suivre la matinale, hein, tous les matins, c'est certain. Merde, je viens de faire une connerie. Je viens de faire une grosse connerie, attendez, je viens de fermer les onglets que j'avais mis de côté, mais quel abruti. Mais bon, si je vais dans historique, normalement je devrais m'en sortir. Historique, récemment fermé parce que je suis un con. Oh non, andouille. Il veut pas ouvrir récemment fermé, cette andouille. Bon alors, mets-moi déjà juste l'historique. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, hop, ça je le rouvre. Ensuite, c'était quoi? Le gouvernement, voilà, ça... et ça, voilà, c'est bon. Bruti. Péchil. Très bien, on reprend. On reprend calmement. Petite musique de fête. Et je vais pouvoir vous donner mon petit programme. Alors, le petit programme ce soir, c'est quoi? Tout simplement... tac. On a parlé annulation. On va parler annulation de la dette. Le spectre de la dette Covid, 1 sur 5. On est reparti pour une série d'articles du camarade Fabien Escalona de Mediapart. Hein, souvenez-vous, on avait déjà lu certains de ces trucs, notamment sur le communisme, quand il avait fait une grande série de 9 articles sur les 100 ans du congrès de Tours. Bon, là, c'est annulation de la dette publique, les gauches en quête de doctrine. Et je pense que c'est intéressant parce que j'ai vu que ce débat sur la dette est en train de reprendre un peu de vigueur dans l'espace public, dans le débat public. Merci Raban Soma pour ton abonnement de niveau 1. Donc voilà, on est reparti sur des débats sur la dette, et en effet ils vont se poser, parce que Bruno Le Maire a tout l'air décidé de nous la faire payer dans le sang et les larmes, et par notre travail et par des réformes de retraite. Donc voilà. Les débats sont relancés et je me suis pas énormément penché dans ces débats parce que, bah, mine de rien, c'est des vieux débats. Moi, je pensais que j'étais à peu près à jour, mais j'imagine qu'ils sont relancés avec un peu de vigueur. Et donc, on va voir ensemble quel est actuellement l'état du débat sur ces questions. Faut-il se battre pour que la BCE annule les titres de dette publique qu'elle détient? Les partis de gauche travaillent encore leur position sur un sujet qui divise les économistes dont ils sont proches. L'enjeu, adapter leur doctrine au nouvel âge monétaire afin de crédibiliser leur volonté de transformation sociale. Premier volet de notre série. Donc merci Fabien qui va nous permettre de faire un petit peu le point sur le débat. Voilà, on en est. L'état du débat actuellement à gauche. Parce que nous ici on suit la gauche. Parce qu'on est de gauche, évidemment. Pourquoi t'as un point rouge à côté de ton pseudo sur Mediapart? Moi j'ai pas et je suis abonné. Mais je sais pas du tout. Pourquoi j'ai un point rouge? J'en sais rien. Peut-être parce que je suis un champion. Voilà. Parce que je suis meilleur que vous. C'est c'est ma petite marque de noblesse. Un petit point rouge comme d'autres portaient la mouche. Voilà, moi c'est le petit point rouge. VIP, c'est peut-être ça. Ouais. Notif, quoi, notif.
Le point que... Non, mais je sais pas pourquoi. Bref. Voilà. Ensuite, prêt garanti par l'État, un article de Laurent Mauduit. Au bonheur des milliardaires. Selon notre enquête, Bruno Le Maire a accordé en 2020 des prêts garantis par l'État à 45 très grandes entreprises pour un montant de 15,2 milliards d'euros. Donc on n'est pas en train de parler de l'épicier du coin. L'État a aussi accordé des prêts considérables, donc des liquidités à de très grandes entreprises qui auraient pu, j'imagine, piocher dans leurs fonds propres, j'en sais rien. Donc si dans quelques cas, l'aérien ou l'automobile, ces prêts concernent des secteurs en difficulté, la plupart des bénéficiaires ont profité d'un effet d'aubaine. Alors est-ce qu'il y a vraiment un vrai bénéfice à ça? Comment on s'est encore fait plumer? Sciemment ou pas, je sais pas. Merci super Babar. Et oui, voilà, on va parler un peu argent magique avec ce second article. Enfin, ça va dépendre de ce pourquoi vous allez voter dans le chat, évidemment, parce que j'ai dit que j'arrêtais à 22h, donc on a une petite heure et demie devant nous. Hein. On va peut-être pas tout lire, surtout que les articles de Mediapart, là en l'occurrence, c'est une enquête de Laurent Mauduit, ça prend 3 pages. Pareil, 3 pages pour la dette, hein, là, mais au moins après vous ressortez, vous êtes un petit peu sérieux sur le débat, tu vois. Ruffin carré chez Bourdin ce matin. Ah oui, on m'a proposé de faire éventuellement un Bourdin malin sur le Ruffin de ce matin. Ça se défend, mais j'avais des articles dont je voulais parler. Et c'est vrai que le Bourdin malin sur Ruffin, je l'aurais bien fait. Bah je sais pas, moi à 22h j'ai un apéro en ligne de prévu, donc je peux pas tout, voilà, hein, bon. Et surtout que j'ai bossé cet après-midi pour vous faire un super OLG lundi. À un moment, faut que je vive, putain. Alors ensuite, quand vous vous abonnez à Libération, vous avez accès également à une newsletter politique qui s'appelle Chez Paul. Et chez Paul, bah il y a une petite ambiance. Déjà il y a des blagues, il y a des jeux de mots en général à gogo. Il y a une petite ambiance, la page 2 du Canard enchaîné, si vous voulez. Donc pour savoir un petit peu ce qui se raconte, ce qui se dit. Or, là, bon, il se passe des trucs en ce moment, donc indiscrétion piquante, maladresse vache ou douce confession, chaque jour retrouvez les brèves qui auscultent le monde politique, plus léger, plus court, plus aéré, dirons-nous, pour savoir où on en est actuellement, qu'est-ce que ça panique, qui dit quoi, etc. Donc voilà, c'est plus léger que les 2 autres articles qui sont un peu plus velus. Et enfin, une tribune. Vous vous en souvenez de Philippe Bas, questeur du Sénat, ancien ministre, Philippe Bas, mec de droite, mais mec de droite qui avait épaté les observateurs et les observatrices au moment des commissions d'enquête, et surtout celle de Benalla, des commissions du Sénat. Et il y avait des gens qui étaient là, oh Philippe Bas, très bien, genre c'était devenu la star à un moment. Moi je voyais des gens de gauche qui disaient putain Philippe Bas, c'est en gros... Un mec de droite, quand il a un peu de race et qu'il est pas trop con, on est là, waouh, prix Nobel! Tu sais, Jean-Jacques Toubon, tu vois. On est là, waouh! Mais prix Nobel de la paix à cet homme! Et bah, Philippe Bas, voilà, vous vous êtes complètement laissé avoir par Philippe Bas, mais bon. Philippe Bas dit le système politique issu de la 5ème République est en ruine et propose donc une tribune au monde sur sa vision de ce qu'est la 5ème République. Donc ça se trouve, c'est intéressant. Ça se trouve c'est mou du genou, ça se trouve j'en sais rien, mais il est probable que ce soit un peu intéressant parce qu'en effet, parmi les mecs de droite et les sénateurs de droite, on n'est clairement pas parmi les plus cons. Donc allons-y, un peu de pluralisme, pourquoi on ne lirait pas du Philippe Bas? Parlement réduit à une fonction d'approbation, méfiance au sujet du Sénat, verticalité du pouvoir. L'ancien ministre de Jacques Chirac explique pourquoi la vitalité même de notre démocratie est en jeu. Merci Kikirt pour ton abonnement de niveau 1. La principale qualité de Philippe Bas, c'est sa voix qui ressemble à celle de Roger Carrel. Ah ouais, ah bon, bah je savais pas. Bonsoir, Lucie Bulle. Tout dépend de ce qu'on appelle con pour la droite. Ah, il était ministre, bah oui, bah je sais pas de quoi il a été ministre. Bon, enfin bon, bref. J'ai regardé Harry Potter 7, première partie hier. Quel rapport? En ministre de la magie, au début, il fait une déclaration genre « Votre ministère demeurera fort » qui m'a fait penser à Jean Castex. Je sais pas si vous avez cette scène en tête. Jean Castex. Hein? Salut, ça a commencé il y a longtemps. Non, on va faire le vote. Allez. Je vais faire le truc. Quand Philippe Bas vient te donner des conseils de vitalité démocratique, tu sais que t'es au fond du trou. C'est pas faux. Ben on va regarder ce qu'il nous dit, hein, Philippe Bas. Enfin, en tout cas, vous allez voter. Donc, je rappelle, vous avez le choix entre. On commence par. Allez, Philippe Bas démocratie, j'appelle ça.
Les millionnaires se gavent. Non, c'est pas ça, c'est les prêts garantis par l'État. C'est vrai que du coup là, le titre est pas très sexy. Hein. Prêts garantis par l'État. Ou alors, on peut parler annulation de la dette. Ou le sujet plus léger, je vais appeler ça les ragots de Libé. Les ragots de chez Paul. C'est chez Paul, leur newsletter politique. Voilà, vous avez 1 minute pour voter et pour me dire de quoi on va parler, en sachant qu'il est évident que si votre sujet arrive 4ème, c'est mort, on n'aura pas le temps d'en parler. Regardez, il est déjà 28. J'ai 1h30 pour avancer là-dessus. Allez, go, c'est parti, le vote commence. Je veux pas le savoir. Bon, j'ai fait une faute de frappe, c'est ça? J'ai fait une faute de frappe, j'ai écrit abulation de la dette. Ok, d'accord. Alors d'abord l'abulation de la dette, ensuite les ragots de chez Paul, ensuite Philippe Bas la démocratie et en dernier, le sujet dont j'aurais pu me douter qu'il allait moins susciter la passion des foules. Les prix garantis par l'État. Ça n'en est pas moins intéressant, hein. Merci Laurent Gudel pour ton premier mois consécutif, donc ton 3e mois d'abonnement, dont un mois consécutif, voilà c'est ça. Merci aussi, je crois qu'entre temps il y a eu, voilà, Enskaou, 7 minutes ci, et Lubterheim, et c'est tout, voilà. Merci à vous trois, en l'occurrence. Donc, bon, on va commencer du coup par l'annulation de la dette, bah oui. Allez, on perd pas de temps. C'est vrai que moi aussi, ça me fait chier de pas pouvoir vous faire le bourdin malin sur Ruffin, mais y a pas le temps, hein. Moi, je suis pas... C'est pas moi qui fais les règles, hein. Ouais, mais c'est pas moi qui décide, hein. Merci Cobalt, voilà. Allez, on va aller voir quelles sont les doctrines en matière d'annulation de la dette. Quelles sont les différents discours qui s'opposent du côté des économistes de gauche. Je coupe la musique du coup et on commence la lecture, les pipous. Demain, bourdin malin, demain j'ai tournage le matin. Je sais pas. Bon, vous me faites pas chier avec le bourdin malin, hein. On fait ce qu'on peut faire, ce qu'on a le temps de faire. Et moi j'avais envie de lire ces articles. Vous allez en ressortir tout à fait instruits. Voilà, ça va être très intéressant. Mais vous me faites chier avec Ruffin, là, ça continue dans le chat. Non mais ça va bien, oui. Ce soir, Rebou après l'apéro. Le peuple veut Bourdin. Bon. Est-ce que je suis à votre service ou est-ce que je suis pas à votre service? Écoutez, on fait 2 articles et on regarde le temps qui reste pour faire Bourdin malin. Voilà, vous êtes contents? Bon, faut-il se battre pour que la BCE annule les titres de dette publique qu'elle détient? Les partis de gauche travaillent encore leur position sur un sujet qui divise les économistes dont ils sont proches. L'enjeu, adapter leur doctrine au nouvel âge monétaire afin de crédibiliser leur volonté de transformation sociale. Premier volet de notre série. Voilà, un article de Fabien Escalona. Le peuple a gagné. Oui, il va se calmer le peuple un peu là. Qui c'est que j'ai... Non, j'ai pas oublié de remercier quelqu'un. Si, Monsieur Saf05, Bourdin Explosion. Pas fan du... Ah, il y a Accomplir, il est pas fan du Bourdin malin, tu vois. Voilà, bon. Fin décembre, sur les réseaux sociaux et dans le club de Mediapart, l'esprit de Noël ne régnait pas vraiment parmi les économistes. Même parmi ceux qui ont en commun le refus de l'austérité, le débat était vif et les noms d'oiseaux ont volé. T'imagines, chez Mediapart, entre des économistes polis, ils s'envoient des noms d'oiseaux. La controverse porte sur une proposition précise, propulsée sur le devant de la scène depuis l'emballement des dépenses publiques liées à la crise sanitaire. Il s'agit de l'annulation de la part de la dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne. Depuis 2015, celle-ci a en effet racheté massivement des dettes émises par les États de la zone euro. Cette politique, officiellement menée pour atteindre sa cible d'inflation, assure à ces pays de s'endetter à des taux historiquement bas et inédits. Comme toujours avec... Donc vous voyez le principe, hein. Plutôt que les États aillent se financer... les États vont se financer d'ailleurs sur les marchés, mais par contre la BCE a racheté un certain nombre de titres de dette, ce qui fait que du coup on emprunte pour vachement moins cher parce que la BCE ça fait sûr, ça fait bien, tu vois. Et donc du coup on emprunte, au même titre, j'imagine que ça a fait baisser quand t'es la Grèce et tout. Son problème à la Grèce quand il y a eu la crise de la zone euro là, c'est qu'elle devait commencer à emprunter super cher sur les marchés financiers. Et donc voilà, là la dette a été rachetée par une bonne partie de la dette, hein, une partie ou une bonne partie, je ne sais plus.
Celle-ci a en effet été massivement, donc une grosse partie des dettes émises par les États de la zone euro ont été rachetées par la BCE, ce qui rassure les marchés et ce qui nous permet d'emprunter à un taux bien moindre. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'économistes qui disaient finalement l'endettement là qu'on a, bon ça on va peut-être prendre 30 points d'endettement, c'est au lieu d'être à 100%, peut-être être à 130% du PIB en endettement, peut-être 140, voilà, bon d'accord. C'est pas dramatique, hein, le Japon il est à 200. Ah oui, mais le Japon, une grosse partie de sa dette, il est détenu par des Japonais. Donc évidemment, ils vont pas spéculer contre le truc, ils vont pas faire chier. Par contre, nous, c'est les marchés financiers. Mais maintenant, c'est la BCE. Donc, enfin, il y a une partie où c'est la BCE. Donc c'est plus souple, c'est plus mieux, c'est plus secure. Et du coup, on peut emprunter à des taux vraiment super bas. Et il y a un certain nombre d'économistes de gauche qui disent mais attendez, c'est justement le moment, parce que ça, c'était pas gagné, cette histoire de rachat des dettes par la BCE. Je veux dire, il y en a plein qui étaient contre. Il y en a plein qui disaient ah non, chacun sa merde, vous doutez bien, genre des sortes d'Allemands ou des trucs comme ça. Même si les Allemands ont cédé là-dessus. Mais vous doutez bien que si on peut emprunter pour pas cher, ben c'est le moment. Ça s'appelle de l'argent gratuit, voire à des taux négatifs parfois. Ouais, merci Yoni, les alarmes... Non, les larmes de capsule. Donc l'idée c'était, à ce moment-là, les économistes de gauche disaient c'est le moment d'emprunter pour investir. Bon, on l'a pas fait, parce qu'il s'agissait toujours de rembourser la dette. Bruno Le Maire, il dit, ah non, d'abord on rembourse, d'abord l'austérité, vous savez, les gens de droite sont là, ils creusent la dette quand ça les arrange, et puis le reste du temps, ils se servent du fait qu'ils ont déjà creusé la dette pour dire, maintenant c'est l'austérité, on a creusé la dette. Donc du coup, on n'a pas avancé sur ces questions, on n'a pas investi notamment dans les grandes infrastructures, dans la transition écologique, etc., mais donc, finalement, ça va nous servir pour juste payer ce qu'on va se prendre dans la gueule par le Covid. Mais alors, on en fait quoi de cette dette maintenant que c'est la BCE qui l'a ? On va travailler 50 ans pour la rembourser ? 100 ans ? 200 ans ? Je sais pas. C'est nos enfants, nos petits-enfants ? Comme toujours avec la monnaie, dont Jésabel Coupé-Soubéran nous glisse qu'elle est le sujet le plus compliqué qui soit en économie et le sujet le plus mal aimé par les économistes. Ah ça me rassure, putain. Ça me rassure tellement, parce que moi je vous l'ai déjà dit ici, l'économie ça me fait pas peur énormément, tu sais, bon j'ai quand même lu des trucs, machin, mais il y a un sujet sur lequel je galère, c'est la monnaie. Bon, je vois que je suis pas le seul, parce que moi la monnaie, les taux de change, les bordels, vous vous rappelez quand on a regardé des débats des années 80 où il y avait Mitterrand, Giscard qui parlaient de la monnaie, des taux de change, du mark, du SME, etc. Moi j'étais là, oh putain compliqué, fait chier, bon... Heureusement, apparemment, je suis pas le plus nul. Je suis pas le plus nul. C'est pas que je suis particulièrement nul. C'est pas que je sois particulièrement nul. C'est que ça emmerde tout le monde apparemment ces questions de monnaie. Tant mieux. Le sujet le plus compliqué qui soit en économie est le sujet le plus mal aimé par les économistes. Donc, les aspects techniques peuvent être rebutants pour le citoyen profane. Pas de bol, là, on est profane en général. Enfin, moi, je suis profane et j'imagine que vous aussi en grande partie. Les enjeux qu'il recouvre en termes de répartition du pouvoir et des richesses sont pourtant immenses. C'est ce qui rend le sujet crucial et invite à observer ce qu'en disent les partis politiques de gauche, censés défendre une alternative à la trajectoire actuelle de nos sociétés, écocidaire et inégalitaire. Écocidaire, ça vous comprenez, qui nique l'écosystème. Voilà. Attendez, je vais casser mon sucre. Alors, il y en a qui cassent le sucre sur le dos. Moi, c'était sur la cuisse. Là, j'étais sur ma cuisse. Je me chauffe au profane, très bien, très bien. Moi je suis pro-femme, très bien. Excellent. Tu as lu le bouquin de Graeber sur la dette ? Non, moi je l'ai pas lu. Bolchegeek, le camarade Bolchegeek l'a lu et il a fait une vidéo sur la dette en partie qui s'appelle John Wick et le contrat social, si vous voulez un peu de vulga sur ces thèmes-là. Il y a la chaîne Eureka pour la finance et la monnaie, exactement. Il y a des gens qui sont plus spécialisés. Ici, on va se contenter d'essayer de comprendre l'article de Mediapart. Ça sera déjà ça sera déjà du bon boulot. Pro-femme, pas top. Bah non, mais pro-femme, c'est-à-dire pro-féministe, quoi. Après, il y a plein de discours sur les pro-femmes comme quoi on est glauque, tu vois. Bon, d'accord, je peux l'entendre. Ça n'empêche pas que tu vas pas dire... Si, faut dire allié, faut dire quoi ? Je sais pas. Bref,
C'était pas le débat de base. Donc, les enjeux politiques qu'ils recouvrent, ça on l'a déjà dit. La première observation est qu'ils n'ont pas été eux-mêmes les moteurs du débat, lequel a d'abord été structuré par des économistes et des think tanks. Alors, là on parle des partis de gauche, hein. Il dit que les partis de gauche n'ont pas été les moteurs du débat, c'est les économistes et les think tanks qui se sont pris la gueule là-dessus. On a parlé d'ailleurs de l'Institut Montaigne, hein, comme think tank en se basant sur l'article de Libération il y a 2 jours, je crois. Donc si vous voulez revenir là-dessus, vous saurez ce qu'est le think tank de l'Institut Montaigne, c'est dans le stream, dans les replays, il y a 2 jours, il suffit de sub. Alors que la proposition a des atours iconoclastes, donc la proposition d'annulation de la dette, et fait l'objet d'une diabolisation de la part des dirigeants et experts les plus conservateurs, lire le parti pris de Romaric Godin, l'expert éco de chez Mediapart, elle a été abritée de façon inattendue par Terra Nova, connu pour son positionnement de centre-gauche bon teint. Terra Nova, donc ce fameux think tank de centre-gauche. Le 18 avril 2020, les économistes Laurence Cialom et Baptiste Bridonneau publient en effet une note dans laquelle ils défendent une annulation des dettes publiques par la BCE conditionnée à des investissements dans la transition écologique. Lire leur entretien dans Mediapart. En parallèle, la même idée est défendue dans plusieurs publications de l'Institut Rousseau, dans la logique des réflexions déjà menées par son directeur Nicolas Dufresne, haut fonctionnaire et co-auteur avec le président de la Fondation Nicolas Hulot, Alain Grandjean, de La monnaie écologique chez Odile Jacob en 2020. Faisant le diagnostic que les politiques monétaires non conventionnelles constituent désormais une nouvelle normalité. Oui, c'est vrai qu'il y avait tout un tas de choses. Je vous avais mis les images de ce député LREM qui disait non mais le budget qu'on a voté, c'était, je pensais pas le voter jamais ça, évidemment en déséquilibre. Hein. Je pensais jamais voter ça de ma vie. Voilà, tous les dogmes, tous les trucs qu'on pensait inamovibles, ont volé en éclats. Que ce soit d'ailleurs, mais même c'est le cas des rachats des titres de dette par la BCE. C'était des trucs qui étaient pas prévus il y a 15 ans, pas prévu du tout, même il y a 10 ans en fait. Donc bon, les auteurs en appellent à des solutions inédites pour répondre à la crise de façon plus juste, tout en préparant un nouveau modèle de développement. De manière immédiate, écrit Dufresne le 3 mai, la BCE peut investir pour effacer les dettes publiques qu'elle détient en échange d'investissements, peut intervenir pour effacer les dettes publiques qu'elle détient en échange d'investissements dans la lutte contre le coronavirus et contre le réchauffement climatique. Ce qui permettrait d'ailleurs c'est assez étrange au niveau du partage du pouvoir, quoi. Ça veut dire que la BCE, par son pouvoir de financement, a aussi un pouvoir d'orientation des politiques menées. Elle pourrait effacer la dette si il y a des politiques de lutte contre le coronavirus, d'investissement contre le réchauffement climatique, ce qui donne un rôle politique que n'a pas normalement la BCE, ou en tout cas ce qui conforte le rôle politique de la BCE, je sais pas. Rien d'étonnant à ce que le sujet ait pris dans l'espace public et partisan à partir du printemps dernier en pleine pandémie. Pour rendre possible la suspension de l'activité sur décision politique, les gouvernements laissent alors filer les dépenses et la dette publique. En France, cette dernière a bondi d'environ 20 points, ah, j'avais dit 30, mais j'étais pessimiste. Donc la dette publique a bondi d'environ 20 points en proportion de la richesse nationale mesurée par le PIB, soit une augmentation de plus de 400 milliards d'euros. Et cet argent n'a pas servi à investir dans l'avenir, ni même à financer des dépenses extraordinaires, mais à compenser les pertes dues à une production littéralement arrêtée. Après, j'ai entendu aussi l'économiste David Kaila qui disait on peut aussi voir ça comme un investissement, c'est-à-dire que si cet argent avait pas été débloqué pour les petites entreprises, pour le machin, c'est-à-dire c'est tout un tissu d'entreprises qui aurait été détruit. Donc c'est un investissement pour sauver, mais c'est un investissement tout de même parce que ça va avoir un impact dans l'avenir, que ces commerces, ces entreprises, ces petites entreprises ne soient pas juste mortes, avec, vous imaginez, tous les gens qui vont pointer à la NPE, etc., et tout ce que ça va peser ensuite, machin. Bon, pour David Kaila, il relativise l'idée que ça n'est pas un investissement, il dit c'est un investissement, mais bon, c'est quand même un investissement vraiment, c'est limite quoi comme définition d'investissement. Cette situation, diagnostique les auteurs mentionnés, pose problème dans la mesure où elle s'avère propice à un nouveau chantage à la dette, servant à faire avaler une potion amère pour les droits et les intérêts de la majorité sociale. Bah oui, ça c'est ce que je vous disais sur les discours de Bruno Le Maire qui dit maintenant ils vont se servir du fait qu'il y a la dette pour dire maintenant vous allez travailler, on va supprimer une semaine de congés payés parce que c'est pour la dette et puis bah voilà. La CCI de Marseille estime que 60% des commerces ne tiendront pas après mars. Alors CCI c'est la Chambre de commerce et de l'industrie. Merci l'interventionniste pour ton sub. Et je vois écoute, j'espère qu'elle est pessimiste la CCI de Marseille. C'est marrant là, Mayoche CGT. Ah oui, t'as un chat de gauche, voilà.
Donc voilà, ils vont nous faire du chantage à la dette pour nous dire on va baisser encore les normes, les droits, les salaires, pourquoi pas, j'en sais rien, le nombre de congés, la durée des congés payés, etc. Donc ça fait craindre à beaucoup voilà. Attendu que le soutien des États européens à la demande globale était déjà excessivement faible avant la crise du Covid-19, donc soutien à la demande, ça veut dire les politiques pour aider les gens en fait. Pour l'augmentation des salaires, des primes pour les gens, machin, tout ça. Ça, c'est pour soutenir la demande. L'offre, on voit très bien, c'est les entreprises, la demande, c'est nous. Si les entreprises ont une offre extraordinaire mais que nous, on n'a pas les moyens d'acheter, on est dans une crise de la demande. C'est plutôt le genre de crise qu'on traverse en ce moment de toute façon. Et donc là, ils disent que le soutien des États européens à la demande globale était déjà excessivement faible avant la crise du Covid-19. Et là, on parle des deux économistes de Terra Nova, c'est eux qui disent ça, des gens de centre-gauche. On peut craindre qu'il ne le soit davantage au sortir de la crise, puisque les ratios dette-PIB auront fortement augmenté. Donc tout l'argent qu'on n'a pas débloqué pour les gens avant d'avoir creusé la dette, pour soutenir la demande, pas seulement parce qu'on est humaniste et qu'on est gentil, etc., mais même parce qu'on va avoir des problèmes de demande, tout cet argent qu'on n'a pas sorti avant, on va le sortir encore moins après à cause de cette dette, parce qu'on va se dire, non, on peut pas, on n'a pas les moyens. La dette publique est le meilleur allié depuis plus de 40 ans de toutes les réformes qui cachent des démissions néolibérales, rappelle de son côté l'Institut Rousseau qui s'inquiète. Va-t-on encore assister au discours de ceux qui disaient que l'État était quasi en faillite ? Ça c'était Fillon en 2007 quand sous Sarkozy, il avait dit « Je suis à la tête d'un État en quasi-faillite », alors qu'il n'était endetté qu'à 64% du PIB. Quand sera-t-il à 130, 140% de dette publique par rapport au PIB ? Même si techniquement ça n'est pas un problème, politiquement, cela en est un. Parce qu'en plus ça fait paraître leurs affolements précédents. En fait, vous nous avez affolés pour rien. Et là, c'est vrai que cette phrase-là, beaucoup de gens l'ont sortie. Ah tiens, là il y a de l'argent magique. Voilà. Et politiquement, ça entame un peu le crédit de ceux qui ont hurlé à la dette, à la dette, à la dette jusque-là et qui ont eu, y compris jusqu'au gouvernement, Édouard Philippe était très sur la dette aussi, Bruno Le Maire c'est sa ligne. Voilà. Certes, les États-Unis se financent aujourd'hui sans difficulté. Tu m'as parlé de Biden dans le chat, Crampy. Et du coup, je suis parti sur les États-Unis. Non, on parle des États, là, en général. Certes, les États se financent aujourd'hui sans difficulté sur les marchés, mais cette situation est précaire, alerte Coupé-Soubeyran. Les taux d'intérêt faibles dépendent de l'action de la BCE et de l'attitude des marchés vis-à-vis d'une zone dont les 19 dettes publiques sont libellées dans la même monnaie. Il suffirait que la Banque centrale déçoive pour qu'aussitôt les taux d'emprunt souverain remontent ou s'écartent d'un État à l'autre, prévient-elle dans une tribune à l'Humanité. S'alléger d'une partie du stock de dette permettrait de se prémunir des effets d'un futur choc. Dans tous les cas, explique-t-elle à Mediapart, ce serait une bonne chose pour libérer de la marge de manœuvre budgétaire ou neutraliser l'augmentation de la dette publique contractée exclusivement sur les marchés. Selon le politiste Antoine de Cabanès, ou de Cabane, je sais pas, qui prépare une thèse à l'Université catholique de Louvain, la crise sanitaire a en tout cas bien constitué un tournant dans le positionnement des principaux partis de la zone euro sur les questions d'endettement public. À la discussion sur le bien fondé de l'austérité a succédé une focalisation sur le niveau de la dette et la façon de le digérer. Pour la gauche, c'est-à-dire avant il y avait... la dette est là, donc austérité parce qu'il y a de la dette. Aujourd'hui, c'est bon, d'accord, ok. On en fait quoi de la dette, concrètement ? En gros, le débat a peut-être gagné un peu en sérieux aussi. Pour la gauche, la dette Covid pose le risque d'un débat cadré par le fardeau de la dette. Mais si le débat sur le sort à réserver à cette dette est très vif chez les économistes, il reste vague du côté des partis où les députés européens jouent un rôle non négligeable dans la définition d'une ligne. Dans ce cadre, la France insoumise se distingue tout de même par un travail plus précoce et détaillé de la question. Bon point pour la France insoumise, nous dit le politiste Antoine de Cabanès, qui prépare une thèse à l'Université catholique de Louvain. Il faut dire, la dette privée est encore plus importante, c'est plus sûr d'investir dans la dette publique. Oui, c'est aussi ça, ouais. Il faut dire qu'à l'intérieur des organisations en question, donc les partis politiques, on trouve bien plus d'experts des questions budgétaires et fiscales que des questions monétaires.
Et surtout, les différentes formations doivent s'ajuster en temps réel aux mutations colossales en cours dans l'économie politique internationale. L'historien Nicolas Delalande, co-directeur d'un volumineux ouvrage collectif sur la question des dettes publiques dans la longue durée, souligne que ce qui est inédit depuis 10 ans, c'est le pouvoir des banques centrales. Leur rôle dans le régime de financement des États est devenu majeur. Ces institutions, parfois vues à gauche comme des bastions de l'oligarchie par le passé, apparaissent soudain comme les sauveuses ultimes de l'économie, dont l'action n'en reste pas moins discrétionnaire et grosse d'effets distributifs inégalitaires. Discrétionnaire, ça veut dire qu'elle fait bien ce qu'elle veut. Mais juste merci pour ce que tu fais, mais de rien, cup of tea. Moi j'ai une cup of coffee. Merci à toi. La thématique de l'annulation en parallèle a refait son chemin au sein des gauches, c'est ce que je vous avais dit, pour moi c'était un débat qu'on avait déjà eu, notamment par l'intermédiaire du mouvement altermondialiste dans les années 90 et 2000. Ce dernier a en effet porté la revendication d'un effacement des dettes des pays du Sud, en arguant de leur caractère illégitime et ou insoutenable. Pour ce qui est des pays occidentaux, les partis issus du mouvement ouvrier ont toujours réfléchi au problème de redistribution que posait la dette publique. Même si celle-ci peut être consacrée à des dépenses d'intérêt général, elle recèle de facto un enjeu de classe. Dès lors qu'elle est remboursée à des investisseurs privés en ponctionnant des richesses sur le corps citoyen tout entier, y compris les milieux populaires. Évidemment. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, dans le nouveau monde monétaire et financier des années 2010 ? Les responsables, parce que vous voyez bien l'idée, par exemple, financer les services publics en empruntant sur les marchés financiers, ça veut dire qu'après on va rembourser, mais du coup, nous, avec nos impôts et nos taxes, nos TVA, etc., c'est-à-dire avec votre argent, il y a une partie qui va servir à payer les intérêts de la dette, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des bourgeois quelque part, des fonds de pension, des je sais pas quoi, des grandes institutions, des gens qui ont placé leur argent, qui vont, grâce au capitalisme et à ce jeu merveilleux, palper votre pognon. Voilà, donc il y a un enjeu très concret de lutte de classe, ne serait-ce que dans cette histoire de la dette. D'où le rejet unanime du cantonnement envisagé par... Ah non, je suis allé trop vite. Alors qu'en est-il aujourd'hui dans le nouveau monde monétaire et financier des années 2010 ? Les responsables de gauche interrogés, quelle que soit leur appréciation de l'annulation, tiennent d'abord à n'en faire qu'un dispositif parmi d'autres, au sein d'une panoplie plus vaste de solutions. Oui, que ce soit pas ils le proposent pas comme la solution magique, ils disent non, il y a plein de trucs à faire. Alors oui, il y a l'annulation de la dette, mais parce qu'ils savent très bien que sur un plateau, si t'as Apathie en face, mais c'est complètement fou l'annulation de la dette. Mais vous vous rendez compte de ce que vous vendez aux Français ? Vous vendez du rêve. Quand on a travaillé, enfin tu vois, il va une dette ça se paie, monsieur Mélenchon. Une dette ça se paie. Sinon qui va nous prêter ? Voilà, ils vont partir là-dessus. Donc eux, leur solution, c'est de dire non, on a tout un éventail de trucs, il n'y a pas que ça, mais il va falloir le faire aussi. Et à 1 an et demi des grandes échéances nationales, les positions apparaissent encore mouvantes ou en cours de définition. D'autre part, ces responsables clament tous leur refus de l'austérité, d'où leur rejet unanime, on parle des gens de gauche, d'où leur rejet unanime du cantonnement envisagé par le gouvernement qui consisterait à faire porter à tous les contribuables de manière fiscalement inégalitaire le poids d'une dette simplement décalée dans le temps. Alors moi j'ai pas compris le cantonnement. Ah si, le cantonnement, ça veut dire on va commencer à la payer plus tard quoi. Finances publiques, une commission. Alors il y a un article de Romaric Godin, le journaliste spécialisé dans l'économie de Mediapart. Jean Castex installe Jean Castex installe ce 4 décembre une commission qui devra plancher sur l'avenir des finances publiques. Cette décision et la composition de ses membres ne laissent aucun doute sur un futur tournant austéritaire de la politique économique. Donc on va cantonner la dette et continuer en gros de nous saigner pour qu'on rembourse, même si on remboursera plus tard, quoi. C'est un peu ça le plan. Alors, Manon Aubry, qui dit... Le retour de l'austérité va être au cœur des débats en 2022. Et l'article disait un petit peu plus tôt que sur ces questions-là, ces questions de dette, de mutualisation ou pas, les députés européens étaient en général les plus pertinents sur ces questions-là parce que c'est des questions qui sont discutées entre partenaires européens. Et donc Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, dit... Le retour de l'austérité va être au cœur des débats en 2022. Il faut la conjurer en marchant sur nos 2 jambes, le traitement de la dette, pour investir et faire face à la crise, et une fiscalité refondue pour le fonctionnement ordinaire de l'État.
D'accord. L'enjeu va être d'échapper aux politiques austéritaires, de ne pas reproduire l'erreur des années 2010, abonde Isabelle Tisse-Saint-Jean, responsable du projet au Parti socialiste. Le débat sur l'annulation ne porte que sur un moyen. Il ne doit pas occulter que sur les fins, il y a un large accord à gauche. Regardez de plus près les discours qui s'élaborent à propos de la question brûlante de l'annulation, c'est malgré tout cerner le rapport entretenu par les gauches à des enjeux aussi fondamentaux que le financement de l'État, les moyens de mener une transformation écologique et sociale, et le degré de conflictualité à assumer au sein de l'Union européenne. Et là, il y a un petit peu tout, c'est comme quand je vous disais tout à l'heure que la BCE dise « nous on annulera des titres de dette si vous lancez dans telle ou telle politique, en l'occurrence d'investissement pour financer la transition écologique », vous voyez bien que ça pose une question de qui finance quoi, ça veut dire qui décide quoi, qui a le pouvoir sur quoi, comment on fait. En fait, ce sont des questions politiques, c'est pas seulement des bidouillages de chiffres de compte, etc. Merci Barbure. C'est ça qu'ils veulent dire sur il y a des enjeux comme le financement de l'État, les moyens de mener une transformation, voilà. Est-ce que la BCE est le moyen dont on va utiliser, dont on va se servir pour mener la transformation écologique et sociale? Bah, c'est une question politique. Certains vont dire mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, d'autant plus qu'elle est hors de contrôle, etc. On peut légitimement trouver que c'est bizarre. Pas de rejet de principe, mais pas d'enthousiasme général. David Cormand, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, affirme à Mediapart que l'annulation des dettes publiques par la BCE ne doit être ni un totem, ni un tabou. Ça peut pas être un marqueur politique à part entière, développe-t-il. Comme pour le revenu universel, c'est un outil qui peut être utilisé de manière très diverse. Par exemple, on peut imaginer que la droite finance par l'annulation de nouveaux plans de relance pour faire face aux suites de l'épidémie. D'accord, l'annulation, d'accord. La droite finance par l'annulation de nouveaux plans de relance pour faire face aux suites de l'épidémie, pour éviter de faire de la fiscalité juste. Ah oui, je vois ce qu'il veut dire. Il dit l'annulation, c'est pas une fin en soi, parce que voilà, la droite pourrait tout à fait dire nous on annule une partie de la dette, comme ça on peut en refaire de la dette pour continuer à mettre l'économie sous perfusion. Et je vous ai raconté encore il y a 2 jours, je vous parlais du fait, parce qu'il y en avait un qui disait dans le chat du coup on est dans un régime semi-communiste, c'est l'État qui paye tout et tout. Je lui ai dit c'est pas exactement comme ça que j'appellerais un État qui au contraire fait tout pour que l'économie capitaliste tienne bon et tienne flot sans faire de nationalisation. C'est-à-dire en effet on est en train d'injecter du pognon dans un système qui normalement s'autorégule, est libre, et marche tout seul, et c'est merveilleux, et plein d'innovations. Bon, on voit bien que, vous savez, les capitalistes, ils se payent sur le risque, c'est ce qu'ils disent. Hein. J'annonce, va falloir m'offrir un sub le mois prochain avec les camarades, je suis à sec, allez, bisous, je vous aime, merci Random Anonyme. Merci Random Anonyme. Donc les capitalistes disent, moi j'investis, et donc je veux un retour sur investissement qui représente aussi le risque de mon investissement. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Donc ça c'est au fondement du capitalisme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le risque il est là, ça y est, il y a des gens qui en fait ont fait de mauvais investissements, on pourrait aller les voir et dire « Ah, tu t'es acheté un café ? Ah écoute, c'était peut-être pas une bonne idée, t'es un peu con. » T'aurais regardé, t'as pas fait un investissement malin, t'aurais acheté une petite start-up qui est en train de développer des logiciels de visio qui s'appellerait iApéro, mon gars là, stonks. T'as été un mauvais capitaliste, t'as mal investi, donc tu payes. Enfin, tu payes ton risque, quoi. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, parce que l'État fout du pognon et en gros en train de subventionner largement les pertes du privé, payer les salaires, etc., se substituer au privé, sans pour autant reprendre la main sur l'économie, hein, sans pour autant reprendre la main sur ces entreprises, juste on les aide gratos, quoi, ils sont sous perfusion. Et donc David Cormand dit la dette, en gros, l'annulation de la dette, c'est pas un totem, parce que on pourrait imaginer annuler une partie de la dette pour pouvoir continuer à mettre l'économie sous perf comme on le fait maintenant, encore plus longtemps. Par contre, lui il dit il dit d'ailleurs ça éviterait de faire de la fiscalité juste, ça éviterait de penser d'autres manières d'aider l'économie. Selon moi, l'annulation n'est recevable que si et seulement si elle permet de l'investissement entièrement dédié à la transition écologique et solidaire. Deuxième condition, qu'elle soit liée à une remise à plat de la fiscalité. Il est plutôt d'accord avec Manon Aubry là-dessus. La motion adoptée par le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts en avril dernier est moins bavarde. Elle est sans doute moins de gauche, parce que David Cormand, c'est quand même l'aile gauche, de chez les écolos. Hein. Mais du coup, l'État doit racheter les cafés et les restaurants. Tu crois que c'est un bon plan? Tu crois que c'est mon plan? Tu crois que c'est le plan des gens de gauche qui essaient de penser sérieusement à la question, que l'État rachète les cafés ou les restaurants?
Essayons de ne pas perdre de temps. La question du gel ou de l'annulation des dettes des États doit être posée, y est-il simplement écrit dans la motion adoptée par le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Notamment de la part de dettes... Donc, la question du gel ou de l'annulation des dettes de l'État doit être posée, notamment la part de dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne. Donc, bon, ils disent, on doit poser la question de la part des dettes détenues par la BCE. Et on pourrait peut-être éventuellement les annuler, je sais pas. C'est vrai que c'est moins franc du collier que ce qu'a déclaré David Cormand manifestement au téléphone à Fabien. Donc, outre l'absence de précision sur les conditions, la question des alliances à construire sur le sujet ne figure pas non plus dans ce document encore succinct. D'ailleurs, vous notez, Europe Écologie Les Verts ne conditionne rien à l'investissement dans la transition écologique et tout. Juste, ils disent, ouais, on pourrait peut-être commencer à poser la question, ouais, je sais pas. Certes, il faut mettre d'accord beaucoup d'acteurs, mais ce sont les faits qui popularisent l'idée. Donc il faut la porter, tranche David Cormand. Il peut y avoir un momentum permis par le fait que même les Allemands verront leur intérêt à consolider leurs débouchés dans l'UE. Les débouchés, c'est nous, hein. Les débouchés, c'est les marchés. Je veux dire, vous savez, l'Allemagne est un pays exportateur avec une balance commerciale positive. Ça veut dire, il vend. Mais il vend où? Il vend aux autres, il vend aux voisins, il vend à nous. Il vend à Tal. La chanteuse, bien sûr. Du coup, voilà, je me déconcentre. Donc du coup, oui, c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent consolider les débouchés, c'est-à-dire faire en sorte que la demande ne s'écroule pas en France. Je veux dire, ils ont tout intérêt, même les Allemands ont tout intérêt à ce qu'on ne devienne pas trop pauvres pour qu'on continue à leur acheter des Mercedes. C'est un petit peu ça l'idée. En comparaison des écologistes qui sont en train de se mettre à jour sur ces grands enjeux macroéconomiques, la France Insoumise a davantage détaillé ses propositions propres. Elle en fait d'ailleurs volontiers la pédagogie dans l'espace public plus qu'aucune autre formation politique, c'est vrai, il y a un vrai effort chez eux d'essayer de populariser ces idées. Vous avez cité le bouquin de Ruffin tout à l'heure dans le chat. Ruffin n'était pas encore à la France Insoumise à ce moment-là, mais on sent que c'est une question qui travaille la gauche, on va dire, la gauche qui veut la gauche de transformation sociale, dirons-nous. Et ces propositions, donc celles de la France Insoumise, seront bientôt nourries par une note d'intérêt général, un laboratoire d'idées qui s'adresse à toute la gauche, mais notoirement proche de l'AFI. Intérêt général, c'est un laboratoire d'idées. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi je connais pas? Les Insoumis se dotent d'un laboratoire d'idées pour bâtir une alternative à Macron. Et ça date de quand, ça? 2019, mai 2019. Ça date déjà. Merci Vermouth. Des membres ou des proches de la France Insoumise lancent Intérêt Général, un think tank auquel doivent participer des chercheurs et des hauts fonctionnaires. Oui, parce que ça, c'est une des grosses différences entre le Rassemblement National et la France Insoumise. C'est le nombre de gens sérieux et de hauts fonctionnaires qui sont un peu proches de ce genre d'alternative politique et qui sont prêts à fournir du travail pour faire un programme sérieux, quoi. C'est un des trucs qui a gravement manqué au Front National lors de la dernière élection présidentielle, c'est qu'on voit bien que ce travail-là, il n'était pas fait. Et que même Florian Philippot et l'énarque de service était pas foutu de faire tout ce boulot-là. Bon, la France Insoumise s'est dit, on fait un laboratoire d'idées, des chercheurs, des hauts fonctionnaires. Boris Bilia, un haut fonctionnaire qui travaille à cette note sous un nom d'emprunt, bah oui, donc Boris Bilia, du coup, c'est pas son vrai nom. Ou alors... Bah si, c'est ça. Témoigne à Mediapart de son scepticisme à l'égard de la proposition d'annulation. Dressant comme David Cormand une analogie avec le revenu universel, il la voit comme une formule simpliste qui détourne des vrais enjeux. Relativisant sa portée, il insiste sur le fait qu'elle ne concerne que 18% de la dette française. La grande histoire n'est donc pas résolue, surtout si derrière il s'agit de réemprunter à nouveau sur les marchés. Les rapports de force, eux, ne seront pas annulés, et si l'on peut emprunter directement auprès de la BCE, alors on n'a plus besoin de l'annulation. D'accord, il y a que 18% de la dette française qui est détenue par la BCE. Donc j'imagine, parce que là il y avait marqué massivement un petit peu plus tôt, mais c'est de la dette des pays de la zone euro, ça veut dire que, j'imagine, peut-être la BCE a une plus grosse part de la dette grecque, par exemple. J'imagine. Quoi les VOD? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Permets-nous de payer ailleurs que chez Amazon pour accéder à tes VOD. Mais les VOD, il y a un compte YouTube sur lequel elles sont tout à fait disponibles gratuitement, hein. Et puis bon, moi voilà, bon, attendez, on va pas ouvrir le débat là-dessus, on est sur la dette européenne, là, on n'est pas sur les VOD. Partisane de la mesure, Jésabel Coupé-Soubeyran, donc c'est celle qui elle bosse pour qui? Elle bosse pas pour Terra Nova, elle, si je me souviens bien. Jésabel Coupé-Soubeyran admet que rester sous la pression des marchés n'est pas l'idéal. Resterait tout de même l'avantage d'avoir neutralisé l'augmentation à venir de l'encours de la dette.
Dans le meilleur des mondes, imagine-t-elle, on ferait une annulation, puis on permettrait le financement direct des États par la BCE. C'est ce que proposait donc du coup aussi ce haut fonctionnaire qui a un nom imaginaire parce qu'il veut pas être grillé et qui bosse un peu pour la France Insoumise, donc Boris Bilia étant, j'imagine, du coup le nom d'emprunt. Les VOD, ça te va les VOD? Or, il s'agit du grand interdit de la zone euro. Voilà, le financement directement des États par la BCE, enfin le financement, le financement, ça s'appelle le financement aussi. Donc pouvoir emprunter directement auprès de la BCE sans aller sur les marchés financiers, c'est le grand interdit de la zone euro telle qu'elle a été construite et qui a valeur quasi constitutionnelle. Sans cette disposition, on ne comprend pas l'usine à gaz que constitue le rachat par la Banque centrale des titres de dette publique sur le marché secondaire et non primaire des actifs financiers. Benjamin Lemoine, sociologue au CNRS et auteur de L'ordre de la dette chez La Découverte en 2016, estime que le plus crucial est donc bien de modifier les rapports de force entre puissance publique et argent privé. C'est pourquoi, plutôt que l'annulation, il défend des modalités de réactivation d'un circuit du trésor, dont il a raconté le démantèlement dès le milieu des années 60 dans son ouvrage. Je sais pas ce que c'est que le circuit du trésor. Je vais cliquer sur le lien pour voir. Il faut subvertir les lois du marché pour financer la crise. Benjamin Lemoine, alors si vous voulez son plan sur le circuit du trésor, il a fait une tribune. Dans l'IB. J'imagine qu'on comprendrait mieux si on lisait, mais on n'a pas le temps. Donc il va peut-être raconter un petit peu, Fabien. Ce mode de financement de l'État s'inscrivait, à suivre les travaux de Nicolas Delalande, dans un régime dirigiste de la dette, incluant des restrictions sévères quant au rôle de la finance de marché. Il n'y a jamais eu autant de dettes qu'en 1945, mais l'essentiel était hors marché, rappelle l'historien. Dans le cadre du débat en cours sur le mandat de la BCE, on pourrait pousser l'idée d'un circuit du trésor sans faire trop peur, assure Benjamin Lemoine à Mediapart. On pourrait décider de rendre pérenne et non plus discrétionnaire la politique actuelle de rachat par la BCE. Donc pérenne, ça veut dire sur le temps long, et discrétionnaire, ça veut dire que voilà, on a fait ça, on a décidé nous-mêmes, on décide nous-mêmes quand ça s'arrête, etc. On pourrait également imposer aux banques, qui se refinancent auprès de la BCE, parce qu'elles peuvent emprunter auprès de la BCE, de détenir des quotas obligatoires de dette publique dans des différents pays de la zone euro. Vous voulez l'argent de la BCE ? Eh ben vous nous prenez un peu de dette. De tels emprunts forcés offriraient un levier de contrôle de la distribution du crédit par les banques. Ils permettraient surtout de dénier au marché la faculté d'allouer les capitaux comme ils l'entendent, en fonction des risques, souvent politiques, qu'ils perçoivent selon leur rationalité propre. Et quand il dit souvent politique, ça veut dire il y a un emballement des marchés qui augmente le prix d'une dette s'il voit par exemple un gouvernement de gauche qui veut s'en prendre je sais pas quoi, la finance ou j'en sais rien. Vous savez, genre François Hollande, ce genre de fou furieux, quoi. C'est dans ce sens que travaille le groupe d'intérêt piloté par Boris Bilia, lequel martèle que, pour un gouvernement de transformation, le problème... Vous voyez, il dit comme moi, un gouvernement de transformation sociale. Pour un gouvernement de transformation, donc de gauche, le problème ne sera pas le stock de dette, mais son refinancement, s'il subit une attaque spéculative. Il ne faut pas que l'État puisse subir un chantage à la dette ou un blocus monétaire. L'idée d'un circuit du trésor du XXIe siècle est intéressante, commente Manon Aubry de la France Insoumise. Et on voit que c'est un enjeu politique premier. Comment on peut assurer notre indépendance, l'idée qu'on puisse nous-mêmes tracer notre chemin politique, tout en, pourquoi pas, s'attaquant aux intérêts financiers, etc., sans qu'ils aient de prise sur nous, notamment par ce collier de la dette là qui ne leur permet de tirer sur la laisse de temps en temps. Donc le circuit du trésor. Faudra que je lise ce truc-là. Donc Manon Aubry, elle est d'accord, tout en se révélant plus ouverte que le think tank à l'hypothèse d'une annulation des dettes publiques. En témoigne sa signature d'une tribune collective publiée en septembre dernier dans le Journal du Dimanche et défendant cette option pour les titres détenus par la BCE. Le texte réunissait des eurodéputés français de toutes les nuances de la gauche, du groupe sociodémocrate jusqu'à la GUE, la gauche radicale, en passant par les écologistes. L'eurodéputée Aurore Lalucq, initiatrice de la tribune et élue de Place Publique sur une liste d'union avec le PS, signerait des deux mains en faveur d'un financement alternatif des États. Voir notre entretien vidéo. Il y a un entretien, il date de quand ? Qu'est-ce qu'elle dit Aurore Lalucq ? La transition écologique nécessite de la cohérence. Non, elle parle pas comme ça, mais 6 novembre 2020, d'accord. Ah oui, mais si, je m'en souviens de ça. Gouverner à gauche en temps de crise. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est un petit peu ça, quoi. L'idée que c'est pas non plus évident. Quelles sont les solutions de gauche, quoi.
À Mediapart, elle explique que la solution de l'annulation a cependant pour vertu de parer au plus pressé. Et elle dit: si on fait cette proposition, c'est justement parce que la zone euro n'est pas outillée. Si elle avait une vraie fiscalité, un vrai budget, une banque centrale qui pouvait financer les États, la question ne se poserait pas. Mais dans l'immédiat, il va falloir du cash pour éviter l'effondrement social. On n'a pas 15 000 solutions. Il y en a une qui n'est pas formellement autorisée mais qui n'est pas interdite, et c'est l'annulation par la BCE, conditionnée à de la transition écologique et sociale, donc voilà. Est-ce la voie que propose la France Insoumise en attendant un nouveau circuit hors marché du financement des États ? Si le mot annulation est bien employé dans la communication de la France Insoumise, il recouvre en fait une autre idée que la position défendue par les économistes cités jusqu'à présent. Qu'est-ce qui propose la France Insoumise ? Dernière partie. Le défi de la réappropriation de la question monétaire. La solution promue par Jean-Luc Mélenchon est détaillée dans une note de blog d'avril 2020. Donc là, déjà, oui, pendant le confinement, il disait bon, on fait quoi de la dette ? C'est l'occasion d'en reparler. Allez, on y va. Note de blog. Une tribune collective parue dans les Échos en mai. Une résolution. Ah, il y a plein de trucs. Ah, ok, là, donc c'est détaillé à gogo. Dans une tribune, dans sa note de blog, dans une résolution présentée en juin à l'Assemblée nationale, mais aussi au deuxième chapitre programmatique de la plateforme présidentielle Nous sommes pour. Bon, au moins, on sent qu'ils veulent faire ça, quoi. Cette proposition ne consiste pas à effacer des titres de dette, mais à les convertir en dette perpétuelle ou à très long terme, avec un taux d'intérêt nul. C'est pas un peu ce qu'avait proposé Alain Minc, ça ? Avantage pour la BCE, commente le leader insoumis, son bilan n'est pas privé de la valeur des titres de dette. Elle ne se fait pas spolier. Un des enjeux techniques de la polémique entre économistes consiste en effet à savoir si une banque centrale peut avoir à son bilan un passif sans actif en face. Eh oui. Donc là, ça dure combien de temps ? 10 minutes, c'est mort. L'avantage de la dette perpétuelle, décrypte Antoine de Cabanès, est d'apparaître plus proche de ce que fait déjà la BCE, et donc plus faisable à court terme dans l'espace laissé par les traités. La proposition d'annulation, davantage en rupture avec l'orientation actuellement accommodante des politiques monétaires européennes, a déjà suscité un niet catégorique de la part des gouverneurs de la BCE et de sa présidente. Avec la dette perpétuelle, l'intensité du bras de fer s'annonce donc moindre. C'est marrant, hein ? C'est marrant parce que les Insoumis proposent un truc moins hardcore que Aurore Lalucq et David Cormand. Tu l'as vu celle-là ? J'ai pas vu venir, hein. Pour Jésabel Coupé-Soubeyran, cette solution n'a cependant pas la même incidence. Une annulation permet de faire disparaître la créance, alors que la dette perpétuelle ne réduit pas l'encours de la dette. Par ailleurs, on peut se demander qui voudra de ces créances sur le marché dont on sait qu'elles ne seront jamais remboursées ni ne rapporteront aucune rente. Merci Laurent Plume qui dit merci pour ton taf et qui me met un petit cœur. Merci à toi Laurent Plume. Selon Manon Aubry, la combinaison entre annulation stricte et dette perpétuelle reste à affiner, LFI se laissant la possibilité de jouer sur ces deux leviers. Du côté du PS et du PCF, les deux plus vieux partis historiques de la gauche française, l'idée d'annulation est abordée avec moins d'enthousiasme encore et sans démarche offensive pour installer le mot ou l'idée dans le débat public. Questionnée par Mediapart, Isabelle Saintis explique que le PS n'a pas arrêté de position collective dans un sens ou dans l'autre. Si le mot d'annulation a été récemment prononcé par le premier secrétaire Olivier Faure, ce n'était qu'à propos de la dette associée au plan de relance européen, c'est encore autre chose, négocié pour répondre à la crise sanitaire. Dans les Échos, la députée Valérie Rabault s'est quant à elle prononcée en faveur d'une troisième voie entre les partisans de l'austérité et les partisans de l'annulation, qui consisterait à faire rouler la dette, comme aujourd'hui, et à l'absorber par une croissance modérée et soutenable. Oh là 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 là, comment t'absorbes ça ? À supposer que des niveaux de 2% soient durablement atteignables par le capitalisme contemporain et compatibles avec les limites écologiques, c'est à mon avis le point faible quand même de ce truc-là. Ça me paraît un peu pourri comme solution. La décision n'est de toute façon pas dans nos mains, mais dans celle de la BCE, plaide Isabelle Tisse-Saint-Jean. On peut en discuter sans problème, mais il faut préparer d'autres réponses que celle-ci. Outre la perpétuation de la dette et un minimum de croissance, il ne faut pas négliger la question fiscale pour retrouver des marges de manœuvre. Là-dessus, on est tous convergents à gauche. Mettons-le en avant, plutôt que de laisser prospérer des logiques de différenciation à tout prix. Mais c'est ça. Alors la question fiscale, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, faisons payer les riches. Parce qu'il y en a chez qui ça va bien. Donc faisons payer les riches, faisons payer les grosses entreprises, faisons payer les grandes fortunes personnelles. Putain, on a des mecs comme Bernard Arnault et tout, faut les saigner. Les saigner. On peut pas vivre dans un pays où t'as la moitié qui va galérer et travailler comme des porcs pour rembourser la dette, et l'autre qui est là pour qui tout va bien, machin. Non, solidarité les gars, on est one nation, one country.
Au PCF, l'économiste Frédéric Bocara, et normalement ça à gauche on est d'accord qu'il faut les saigner. Membre du comité exécutif national, Frédéric Bocara préfère, lui, au PCF, la solution de la dette perpétuelle à l'annulation des plus de 400 milliards de dettes publiques françaises qu'il juge irréaliste. Pour digérer cette dette existante ou la faire fondre, il faudrait en revanche engager des dépenses d'avenir, pavant un nouveau chemin de développement. S'il n'adhère pas à la proposition de l'annulation, ce responsable communiste est pour autant convaincu de l'importance de la création monétaire, devenue le lieu d'une bataille de classe moderne pour savoir si elle répond aux besoins du monde du travail et de la nature ou à ceux du capital. À court terme, il serait selon lui possible que la BCE alimente un fonds européen de financement des services publics, défendu notamment par le président du parti de la gauche européenne, la PGE, l'allemand Heinz Bierbaum. En France, un pôle public bancaire mieux doté pourrait jouer un rôle dans le fléchage de la création monétaire vers les besoins écologiques et sociaux. La Banque centrale française elle-même, s'agissant de la dette privée, pourrait conditionner le refinancement de prêts à de tels critères. Et à plus long terme, il faudrait bien sûr changer les traités et les buts de l'intégration européenne. Bon, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu de ouf. Un des plus... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous parlez de l'UPR dans le chat? Hein? Parce que s'il y en a de l'UPR, on peut aussi les dégager, hein, s'ils nous cassent les couilles avec l'UPR, là. On n'a plus le temps, les enfants, là. Vous voyez bien, on a autre chose à foutre. Un des plus allants vers la proposition d'annulation pourrait finalement être Arnaud Montebourg, dont les proches viennent de lancer un mouvement. Ouh, ça pue, ça. Putain, ils vont nous le lancer... Faire un pas de plus vers la présidentielle, c'était quand? 12 janvier, putain, c'était hier, avant-hier. Les proches de l'ancien ministre du redressement productif viennent de lancer un mouvement, l'engagement, afin de l'encourager et lui offrir une base militante en vue de la course à... Putain. On n'a pas le cul sorti des ronces, hein. En vue de l'élection présidentielle. Bref. En novembre dernier, sur Europe 1, l'ancien ministre socialiste a en somme expliqué que le remboursement de la dette Covid n'aurait de toute façon jamais lieu, sauf à susciter jacquerie et révolte, en fonction de quoi il a plaidé pour une annulation concertée de toutes les dettes Covid de tous les pays de la zone euro et un rachat massif par la Banque Centrale Européenne, qui ne spoliera personne. Merci, merci qui ? Merci, Pauline GJM. Reste à savoir. Donc lui, il dit quoi? Parce que moi, j'étais occupé à faire l'imitation, j'étais pas occupé à comprendre ce qu'il disait. Une annulation concertée de toutes les dettes Covid de tous les pays de la zone euro et un rachat massif par la Banque Centrale Européenne qui ne spoliera personne. Bon, on continue comme ça, en gros. Faut que la Banque Centrale continue de racheter toutes les dettes, quoi. Ok. Reste à savoir si, dans le cadre d'une éventuelle candidature, son programme se préciserait et jouerait sur la même ambiguïté que celui des Insoumis avec la proposition de la dette perpétuelle. Pour lui, comme pour les autres, il faudra enfin observer ce qui a par ailleurs l'intention de contester l'indépendance de la BCE. Voilà, il faudra par ailleurs... Hop, on se calme 2 secondes. Il faudra par ailleurs observer qui a par ailleurs l'intention de contester l'indépendance de la BCE, au-delà des objectifs sociaux et environnementaux que l'on peut fixer à son mandat. Et qui, de surcroît, serait prêt à agir contre elle et les traités existants pour sauvegarder son programme politique. Dans l'état actuel des rapports de force, un gouvernement de transformation resterait en effet à la merci de cette entité supra-électorale et supranationale. Je vois que Fabien a le même angle que moi quand on voit ces trucs-là. Je pense que si l'on va au bout d'une logique de reprise de contrôle politique de la monnaie, cela implique une rupture fondamentale avec l'ordre juridique européen, reconnaît l'eurodéputé Manon Aubry. On ne peut pas tout faire dans le cadre actuel, cela nécessite de clarifier entre ce qu'il est possible de faire sans changer le cadre et ce qui nécessite d'aller à son encontre avec des alliés, voire de manière unilatérale. Allons-y. C'est rigolo, il y a Pêche la Moule qui me dit que Benjamin Lemoine c'est son prof et que il peut me filer des cours à ce sujet. Non mais je vais lire sa tribune dans l'IB, hein, je vais comprendre avec la tribune je pense. Mais c'est gentil, merci Pêche la Moule. Et pourquoi pas un soir en entretien, hein, après tout, quand j'aurai compris. Pour Jésabelle Coupé-Soubéran, qui elle, donc du coup c'est l'économiste qui elle travaille pour Terra Nova, elle dit... Tout le mérite de ce débat, c'est de préparer le terrain. Le jour où la Banque centrale ne parviendra plus à préserver la stabilité économique, monétaire et financière, bien des gens deviendront enclins à repenser son mandat, ses instruments et sa contribution au financement des États. Donc en gros, on attend que ce soit la merde. On prépare le terrain et le jour où c'est la merde, c'est nous qu'on est prêts, quoi. C'est ça qu'elle veut dire. Même si politiquement le fruit n'est pas mûr, on est en train de planter l'arbre.
Aurore Laluc, sa collègue économiste devenue eurodéputée, voit en tout cas dans ce débat une occasion pour la classe politique de se réapproprier la politique monétaire après avoir assumé de reparler de fiscalité de manière progressiste. Une exigence, même, à l'heure où l'économie politique internationale change de base. Bon bah voilà, on est pas mal là. Quelqu'un qui a bien capté peut répondre à une question. Allez, on va essayer. Ça se trouve, j'ai pas tout capté. Hein. Je sais pas si je peux répondre à une interro là, en plus direct derrière. Hein. Faut que je me rappelle bien. Je vais garder l'article sous les yeux. Merci TFZ42. C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? C'est ça la réalité dans nos hôpitaux. Mais comme la BCE ne peut pas faire faillite avec un bilan déséquilibré, peut pas faire faillite avec c'est pas grave. On parle de quoi, je viens d'arriver. Là on est en train de conclure, on va changer de sujet juste après. On conclut sur le rachat de la dette, sur l'annulation éventuelle de la dette. Merci Chayuei, la dette Covid en particulier. Je peux répondre que dans 30 secondes. Ah oui, il y a un petit slow évidemment. J'ai loupé le sondage, on va parler du couvre-feu. Non, sauf à Rébellion. Ah si, juste après. T'arrives pile pour savoir ce qui se passe dans le bordel du gouvernement. Là, on va lire la lettre politique, enfin la newsletter politique de chez Libé, chez Paul. La question est concrètement, ce qu'il vient de dire, c'est le fait que notre dette est principalement dans le marché secondaire et donc attaquable par les marchés. Marché secondaire, ça veut dire que tu rachètes des titres qui ont déjà été achetés. C'est-à-dire le marché primaire, c'est tu contractes en fait une dette, c'est ça le marché primaire. Le marché secondaire, c'est celui où on peut se les refiler entre nous les bouts de dette. Vous voyez ? Donc, notre dette est principalement dans le marché secondaire et donc attaquable par les marchés. Donc c'est pas exactement ça le marché secondaire. C'est ça qui empêcherait un gouvernement de gauche d'appliquer sa politique. Ce qui empêcherait un gouvernement... La France peut-elle racheter ses dettes en s'endettant auprès de la BCE ? Non, parce que la France ne peut pas s'endetter auprès de la BCE, c'est un interdit, c'est dans les traités. Donc on ne peut pas faire ça. Bonsoir, du coup, quelle est ta position sur l'UE, la sortie de l'UE, le Frexit ? Mais tu vois bien que c'est pas le sujet là. Mais vous êtes chiant hein, là-dessus, hein, putain. Encore l'UPR, ça. La BCE qui rachète sur le marché primaire, c'est la planche à billets. Bah c'est ça, c'est de la création monétaire. J'ai pas trop compris la solution de la FI de la dette à taux zéro. En gros, ils veulent faire... ils veulent qu'elle soit gelée, la dette. Voilà. Mais Alain Minc avait proposé la même chose. On la gèle. On verra plus tard, on paye pas, alors on paye pas d'intérêt non plus, on la paye pas, elle est dans un frigo. Bon, ça parle un peu de construction européenne quand même. Oui, mais ça parle d'un point très précis, tu vois. Le rôle de la BCE et les prérogatives politiques de la BCE, c'est une question un peu plus fine que Frexit. Vous voyez ? Soyez un peu fin, s'il vous plaît. Surtout les gars de l'UPR, quoi. Je suis pas du tout de l'UPR et je viens d'arriver. Mais tu parles comme eux, tu parles de Frexit. Puis moi j'ai pas de position, hein. Moi je suis comme vous, je découvre les trucs. La gelée pour toujours, c'est génial. Moi je suis pas du tout spécialiste de la construction européenne, j'ai eu quelques cours, je suis allé suivre des cours en loose day, alors que j'étais inscrit nulle part. Je suis allé suivre un petit semestre sur le droit européen. Mais je suis pas du tout spécialiste. C'est-à-dire personne voudrait des euros. Non, c'est pas des euros. Ça pose la question de la souveraineté monétaire. J'ai pas de position. Bientôt, je suis apolitique. T'as un article intéressant qui parle des US qui mettent Cuba sur la liste des pays qui financent le terrorisme. Bon, alors on va redire une règle en fait de ce chat. Vous venez pas avec des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Voilà. Les questions doivent être dans le sujet, si vous avez des questions. Il y a 30 minutes en général de blabla au début, où là, vous pouvez me sortir des questions sur plein de sujets. Mais là-dessus, quand on est sur un sujet... En plus, putain, merde, le sujet, il est un peu compliqué. Ça demande qu'on cogite 2 secondes. Merci, Gabriel Premier. Donc, partez pas trop... voilà, bifurquez pas de ouf, parce que là, c'est fatigant pour tout le monde, et on perd du temps. Tu penses quoi du PSG ? Tu vois, voilà, c'est ça. Bon, toi, tu fais exprès, mais il y en a, c'est ça, quoi. Arrêtez, vous allez nous l'énerver. Tu sais, je suis là, on est en train de parler du Parti communiste dans les années 50, machin. Puis là, t'as quelqu'un qui arrive et fait « Tu penses quoi de Tatiana Ventose, Zizul ?» Cette dynamique de merde qui fait qu'on n'avance pas alors qu'on essaie d'être sérieux, justement.
Comment on fait les bébés? Voilà. Et je vous ai dit, lâchez-la, Tatiana Vento, c'est une meuf qui va pas bien. Faut pas la prendre au sérieux. Elle a ses problèmes. Donc la conclusion, c'est que tant que ce système tient, on fait rien. Bah la conclusion, en gros, du truc, c'est que les partis de gauche vont en profiter pour mettre sur le tapis la question en effet de la dette, mais ça permet, en gros c'est un cheval de Troie, la question de la dette va permettre à tous ces partis de gauche de poser la question plus globale du financement des États, du financement de l'action de la BCE et des questions de fiscalité sur aussi le financement des États, voilà tout simplement. Donc en gros ça permet de vu qu'il y avait avant une sorte de il y avait des tabous, des trucs qu'on n'avait pas le droit de faire, machin. Ces tabous ont sauté. Donc c'est l'occasion de reparler politique clairement et de réaffirmer le rôle politique de la BCE, enfin de le réaffirmer, je veux dire de constater le rôle politique de la BCE dans cette situation-là et le rôle politique des questions monétaires en général. Voilà, en gros, là c'est ouvert, hein, il y a pas l'article s'arrête pas sur une solution en particulier. Alors, je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire un Bourdin malin, hein. Surtout que là, maintenant, on va passer sur... Bon, il va pas durer très longtemps, mais normalement, il y aura des imitations, vu qu'on va lire la lettre politique de Libé, qui s'appelle Chez Paul. Je dis la lettre politique, je veux dire la newsletter matinale de Libé, qui s'appelle Chez Paul. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, qui sont abonnés à Libé. Mais voilà, pour l'instant, on va déjà faire ça. Oui, je sais qu'il y avait Ruffin chez Bourdin. Je vous ai dit 2 articles. Bon, au moins vous ressortez moins con, tu vois, moi je ressors moins con en tout cas, donc sur le truc de dette, pour connaître un petit peu les positions, etc. Avec quelques trucs étonnants, hein, mais on veut Ruffin. Le principe de la dette, c'est que ce sont les générations futures qui payent, ça devrait même pas être autorisé. Mais si, ça devrait être autorisé, mais vous êtes fous, bien sûr que ça doit être autorisé la dette. Emprunter quand les taux sont bons, emprunter pour financer de l'investissement qui sera rentable plus tard, heureusement que ça peut être autorisé si tu veux. Après il y a d'autres manières de financer. Pour ça, quand tu vois Bernard Friot dit on n'a pas financé les hôpitaux avec de la dette, on a financé des hôpitaux avec de la cotisation. Donc il y a d'autres manières de financer, mais si on peut de temps en temps penser que la dette on peut l'utiliser pour investir. Parce que c'est pas, vous savez, les titres de dette en France, ils courent pas sur 30 ans, ils courent sur 7 ans. C'est-à-dire là actuellement on paye ce qu'on a emprunté il y a 7 ans et l'année prochaine on paiera ce qu'on a emprunté il y a 6 ans, etc. Et là on emprunte ce qu'on paiera dans 7 ans. Donc ça veut dire que les taux très bas là qu'on connaît maintenant, c'est dans 5-6 ans qu'on constatera que tiens ce qu'on appelle le poids de la dette, enfin le poids des intérêts de la dette, l'intérêt de la dette va être moins fort qu'il n'a pu l'être sur les emprunts précédents. Donc c'est pas pour une génération entière si vous voulez le remboursement, ça roule. C'est ce qu'on appelle le roulement. Merci Mathieu le Coco. Voilà. Tu peux expliquer le risque pour les parties de transformation? Bah le risque c'est les taux d'intérêt qui remontent quoi. C'est-à-dire tant que la France ne peut pas emprunter directement auprès de la BCE. La BCE qui ferait de la création monétaire en gros, ça c'est des dispositifs qui ont aussi été créés pour éviter l'inflation. La BCE a dans ses missions constitutionnelles, j'ai envie de dire, la mission de maintenir, de limiter l'inflation. Voilà. Donc elle peut prêter aux banques, faire de la création monétaire pour les banques, mais alors pas pour les États, parce que c'est bien connu, les États ne sont pas raisonnables, ils en abuseraient, donc les États n'ont pas le droit d'emprunter auprès de la BCE directement, de se financer auprès de la BCE, ils sont obligés d'aller sur les marchés financiers, et tout ce que la BCE peut faire sur le moment, du coup c'est des rachats de titres de dette sur le marché secondaire, mais là où ça va poser des problèmes à des gouvernements éventuellement de transformation sociale, c'est que les taux d'intérêt peuvent varier parce que parfois les marchés s'affolent, ils se disent oh là là, un dirigeant de gauche, tu vois Mélenchon au second tour, typiquement, bam, on se mange une hausse du taux d'intérêt assez directement, et donc ça va peser ensuite sur nos politiques, ça va peser ensuite sur nos finances. Voilà, en gros. C'est ce que Noam Chomsky appelle ça le Sénat invisible. C'est-à-dire les marchés financiers, depuis cette place-là, confortable, y compris cette place de prêteur, les marchés financiers constituent un Sénat qui ne dit pas son nom, qui se permet de donner son avis et même d'avoir du pouvoir sur les politiques menées, puisque par anticipation, il y a des gouvernements qui vont faire en sorte
de ne pas affoler les marchés. Voilà. Ils vont dire on va pas faire ça, ça va affoler les marchés. On va pas réglementer ceci, on va pas taxer cela, sinon ça va affoler les marchés et on va être dans la merde. Et c'est pour ça que même sans rien faire, juste en ayant ce rôle-là dans le financement des États, eh bien ils ont un rôle politique, les marchés financiers, y compris sur les politiques publiques menées, les financements, je sais pas, des services publics, des machins, voilà. J'espère que c'était clair, et ça peut nous gêner, ça peut nous gêner considérablement si jamais un gouvernement de transformation arrive au pouvoir. Je pense que j'ai bien résumé là. Les crypto-monnaies. Alors ça, les crypto-monnaies... Mais non, c'est pas ça du lobbying. Hein. Du lobbying, ils en font aussi, hein, soyons pas aveugles non plus au fait qu'ils en font également. À Bruxelles, puis à Paris sans doute aussi. Mais là, il n'y a même pas besoin, si vous voulez, de faire du lobbying. C'est leur place dans le financement des États qui leur confère ce rôle-là, même s'ils font rien. Et leur place et l'interdiction qu'ont les États d'emprunter auprès de la BCE, ou l'interdiction qu'a la BCE de financer directement les États par la création monétaire. Bon, allez, on enchaîne. Oui, c'est ça, c'est encore plus fort que du lobbying, exactement. Parce que c'est structurel. On enchaîne avec la lettre de chez Paul, au comptoir de chez Paul. Voilà, si vous vous abonnez à l'IB, vous aurez accès à la lettre de chez Paul. Et c'est du ragot, un petit peu comme au Canard enchaîné. On va savoir un petit peu ce qui se raconte. Hop. Le gouvernement durcit sa guerre contre l'apéro. On va voir un petit peu les... Oui, je fume beaucoup. Et alors ? Comme tout le monde, je cotise à ma sécu, je paye pour mon cancer. Hein. Donc, indiscrétion piquante, maladresse vache ou douce conversion, chaque jour, retrouvez les brèves. Ce sont des brèves, hein. C'est pour ça que je vous dis ça va aller vite. Ça va aller vite. Et puis ensuite, derrière, on fera peut-être un petit bourdin malin, quitte à ce que je finisse à la place de 22h, ça peut être 22h30, d'accord, on verra. On verra si vous m'avez pas énervé dans le chat. Alors, tous anti-apéro. Ce mezze est un extrait de Chez Paul, notre newsletter politique quotidienne réservée aux abonnés. Vous n'êtes pas abonné à l'IB, mais moi oui, pour vous. C'est bon, vous êtes contents ? Bon, très bien. Donc, tous anti-apéro. Sachez-le, donc c'est des brèves, hein, donc voilà. Sachez-le, l'exécutif aurait tranché pour un couvre-feu généralisé à 18h sur toute la France plutôt qu'un 3e confinement. Alors ça, évidemment, c'était avant. En gros, ça s'est paru ce matin. Donc maintenant, on le sait. Mais là, si tu lis ça le matin, tu te dis « Ah merde, c'est ça qui va se passer aujourd'hui ». Jean Castex annoncera les nouvelles mesures sanitaires en fin de ce jeudi après-midi. Mais déjà, Stanislas Guérini, le patron de l'REM, a avancé une première explication à cette décision. C'est un virus social. L'intérêt, c'est de contrer l'effet apéro, si je puis dire, a affirmé mercredi le marcheur sur BFM TV, assurant que cette restriction a déjà ralenti la circulation du virus dans les départements qui appliquent ce couvre-feu avancé. J'ai entendu des médecins, etc. dire aussi que ça marche, le couvre-feu, mine de rien. Mais c'est vrai que le truc de l'effet apéro, en fait, autant on sait que le couvre-feu, ça marche. Ça marche, bah évidemment, les gens, il y a 2 heures dans la journée où les gens se côtoient moins. Tu rallonges le temps où les gens peuvent se côtoyer, où les gens ne peuvent pas se côtoyer, donc mécaniquement, ça marche. Là où c'est un connard, Guérini, c'est de dire que c'est parce que les gens prennent l'apéro. Non, ils prennent les transports, ils vont dans les commerces, il y a plein d'autres façons de se voir, peut-être qu'ils prennent juste le café ou le thé, mais c'est vraiment bâtard parce que effet apéro, ça veut vraiment dire les Français, là, pendant ce temps-là, de 18 à 20h, on sait bien ce qu'ils font, ils se réunissent en cachette, ils font l'apéro, donc en gros, ça culpabilise les gens, et c'est vrai que c'est un petit peu abusé, et donc autant c'est monté toute la journée sur les réseaux sociaux à s'énerver contre Stanislas Guérini et son effet apéro. C'est assez compréhensible, mais ce qui est marrant, c'est de voir que dès le matin, la newsletter chez Paul avait déjà noté que ça, c'était potentiellement le truc énervant du jour. Qui sont ces gens ? Campagne must go on. C'est le sujet politique qui monte. Faut-il déjà penser à repousser les régionales et les départementales prévues désormais en juin ? À l'instar des présidents de région sortants, quel que soit leur camp, Julien Bayou est opposé à un nouveau report. Candidat Europe Écologie Les Verts en Île-de-France, le patron des Verts estime dans le Figaro ce jeudi qu'il ne faut pas confiner la démocratie. Prétendre 6 mois avant que les élections ne pourront avoir lieu, c'est largement prématuré. Oui, nous pouvons faire campagne en ces moments, et oui, les gens sont attentifs au sujet que nous abordons. Un argument déjà entendu lors des municipales l'an dernier. L'écolo continue donc sa campagne pour être le premier des candidats de gauche au premier tour et rassemblé au second. À ce propos, il a indirectement répondu aux gages donnés par Clémentine Autain en vue d'un regroupement contre la droite au second tour.
Notre adversaire, c'est Valérie Pécresse, on ne se trompera pas de combat. D'accord, donc lui, il dit, on va faire campagne quand même, il veut faire campagne, il veut y aller, lui. En plus, il dit c'est 6 mois avant, donc bon d'accord, ok, ça c'est du ragot. Stanislas Guérini a beau répéter partout qu'il souhaite voir des candidats LREM dans toutes les régions au premier tour, il n'imprime pas. Les interrogations demeurent sur la stratégie exacte du parti présidentiel au régional. Dans les Hauts-de-France, en tout cas, Xavier Bertrand semble avoir gagné le droit d'avoir un concurrent macroniste à force d'étrier l'exécutif. Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et élu du Nord, s'y voit clairement. Surtout qu'il doit avoir une cote de popularité de malade, hein, le mec qui était chargé des retraites et tout. Comme il l'a indiqué à Public Sénat mercredi, et il a dit « Bien sûr que je suis motivé ». Mais il n'est pas le seul. Autre député LREM du Nord et candidat à la candidature, Christophe Di Pompeo, alors lui je sais pas qui c'est, n'épargne pas Pietraszewski dans La Voix du Nord ce jeudi. Et Christophe de Pompeo dit « La visibilité de Pietraszewski est toute relative. On peut craindre que ça tourne en référendum sur la réforme des retraites. » C'est un argument, hein, c'est un bon argument. Même si les marcheurs font campagne contre lui avec cet argument. Si même les marcheurs font campagne contre lui avec cet argument, voilà. L'URSS, l'ultra-gauche, serait-elle en train de prendre possession de LR ? Ah, enfin, je pensais qu'on n'y arriverait jamais. C'est ce que certains semblent croire avec effroi rue de Vaugirard, comme Éric Woerth, ancien ministre du Budget et président de la commission des finances à l'Assemblée, révolté par les idées limites soviétisantes de certains dirigeants de son parti. Alors, pour lui, ce qui est soviétisant, c'est l'augmentation de 5% de tous les salaires nets en divisant par 2 la CSG, pas de suppression massive de postes de fonctionnaires, revenu universel à la sauce Aurélien Pradier. Qui propose ça ? Certains dirigeants de son parti, d'accord. Donc Éric Woerth dit « Je veux bien que l'on rejoue la campagne de Benoît Hamon, mais je ne suis pas sûr que cela bénéficie aux Républicains. » Cingle le député de l'Oise dans Challenge ce jeudi. Pourtant régulièrement chargé de plancher sur le projet économique de sa famille, Woerth a même boycotté la convention du parti consacrée au sujet le 8 décembre et se désolidarise du résultat. Il est faux de dire que j'ai été associé à la construction de ce programme économique, je ne le cautionne absolument pas. C'est marrant, hein. Ça veut dire que chez LR, pour se distinguer des macronistes, ils peuvent pas les doubler sur les trucs identitaires, ils vont faire du social de droite, tu vois, c'est-à-dire pas grand-chose, mais c'est assez dingue, et donc lui, il est pas du tout pour Éric Woerth, hein. Ruff out, alors que chaque jour ou presque voit un personnage de gauche faire valoir ses ambitions pour 2022, ce jeudi est à marquer d'une pierre blanche, un homme a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Il y a assez de monde sur la ligne de départ, donc on peut se passer d'une candidature supplémentaire à gauche, a assuré le député insoumis François Ruffin sur BFM TV ce matin. Jean-Luc Mélenchon aime ça. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui croyait à une candidature Ruffin, je pense. Enfin, en tout cas, ça me paraît prématuré. Désertion. Qui imagine le général de Gaulle, Qui imagine le général de Gaulle annoncer qu'il ne se présentera pas à la présidentielle en envoyant un SMS à valeurs actuelles ? Personne, a priori. Mais c'est en répondant à l'hebdomadaire d'extrême droite par texto que l'ancien général Pierre de Villiers a fait part de ses non-intentions élyséennes. Il y avait un très bon papier sur Pierre de Villiers dans Le Monde, un long portrait. Tu voyais le manque d'épaisseur aussi du personnage, quoi. Voilà, ouais, ok, c'est un vieux réac, mais il est même pas plus vénère que d'autres. Et ses bouquins, c'est de l'eau tiède. Enfin, c'est de l'eau tiède réactionnaire, mais c'est quand même de l'eau tiède. Merci Don Music. Je voulais juste donner des sous, mais il n'y avait pas de lien dans le profil Twitch, donc j'ai dû acheter des bits. C'est honteux. Et aussi, j'avais oublié que j'étais modo. Ah merde, désolé Don Music, je peux te démodotiver, hein. Rien à voir avec Philippe, j'espère. Bah si, c'est son petit frère. Le général Pierre de Villiers. Donc le général Pierre de Villiers, bon voilà, la bonne nouvelle, c'est que lui non plus, il a envoyé un texto à Valeurs Actuelles et il dit « Je n'ai pas écrit ce 3e livre pour qu'il soit un marchepied politique. Je ne me présenterai pas à l'élection présidentielle de 2022, ce n'est pas mon objectif. » Indique l'ancien chef d'état-major des armées. « Je suis un officier et j'ai l'habitude de faire ce que je dis. » Dommage, ceux qui rêvaient d'un pays avec à sa tête un militaire avec les pleins pouvoirs devront se contenter de penser à la France du général de Gaulle. Là, il y a un petit lien, évidemment. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? On la connaît. Alternative Fans.
Depuis une semaine, le RN, ex-FN, fait comme s'il n'avait jamais été supporter de Donald Trump. Pas facile d'apparaître comme le parti des fanzous d'un président accusé d'avoir encouragé une insurrection. Après Marine Le Pen prétendant n'avoir jamais fait du milliardaire un modèle, c'est ce matin au tour de Jordan Bardella. Est-ce que vous vous rappelez quand Marine Le Pen était quand même allée à New York et elle avait poireauté dans le hall de la Trump Tower et Trump l'avait pas reçu? Cette loose, non seulement la meuf elle était fan de Trump, mais en plus c'est une prétendante et conduite qui n'a pas eu les joies d'avoir la petite photo avec Trump, etc. Mais quelle grosse nulle. Ouais, bah oui. Attends, bah je peux le faire tout de suite ou pas? T'enlever le truc de modo donne musique. Comment ça marche, putain, merde. Si je fais ça, hop, merde. Nanana, je peux t'enlever. Modérateur. Eh bah je sais pas comment on fait, mon gars. Je sais pas comment on fait. Je peux te bloquer si tu veux. Je sais plus. Ah, c'est peut-être unmod, je sais pas. Bon, bref. Donc depuis une semaine, non ça on l'a dit, après Marine Le Pen, prétendant n'avoir jamais fait du milliardaire un modèle, c'est ce matin au tour de Jordan Bardella de l'assurer. Les idées économiques qu'il a toujours défendues m'apparaissent assez bonnes pour le peuple américain. Est-ce que cela veut dire que je suis un soutien fervent de Trump? Un militant de Trump? Non. Une formule qui aurait pu être crédible si le numéro 2 du FN n'avait pas prévu d'aller début novembre avec d'autres collègues marinistes aux États-Unis pour assister à l'un des derniers meetings de campagne de Trump et de passer la soirée électorale avec les républicains, mais malade du Covid, Bardella avait dû renoncer. Sad. Voilà. Voilà, pour la petite revue de presse de chez Paul. Moi je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa d'avoir les ragots le matin. Pas obligé d'attendre le mercredi et le canard enchaîné. Y a qui chez Paul? Chez Paul. Arnaud Montebourg, chantre du Made in France, se fournit en Italie. Oh, c'est pas vrai. Emmanuel Macron contre Greta Thunberg, Make Our Blabla Great Again. Ça c'était le 12. Ah oui d'accord. En gros chaque jour il y a une suite de brèves, voilà. Si ça vous intéresse, chez Paul, prenez l'abonnement. Ah, il y en a qui disent c'est pas terrible. Bah écoute, il y a des infos et au moins c'est tous les jours, je t'ai dit. Moi je trouve ça pas mal.